Bonjour à tous, lundi 26 janvier, on entame ensemble une nouvelle semaine d'infos en Ile-de-France. Voici le point sur l'actualité à la mi-journée. 10 personnes interpellées dans le cadre d'un trafic de drogue à Roissy, parmi lesquelles 2 policiers aux frontières soupçonnés d'avoir laissé passer des valises remplies de cocaïne. On y revient. La loi Macron examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée, nous verrons dans ce journal que les oppositions à ce texte qui ambitionne de libérer l'économie sont nombreuses. Travail le dimanche, vente à la découpe, des manifestations sont prévues aujourd'hui. Enfin du sport et ça va mieux pour Paris. Le champion de France en titre s'est rassuré hier en allant battre sur sa pelouse un concurrent direct au classement, Saint-Etienne. 1-0 grâce à un pénalty de Zlatan Ibrahimovic. Les images et analyses dans ce journal. Mais d'abord donc, 2 policiers ont été interpellés hier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ils feraient partie d'un réseau. Les fonctionnaires profitaient de leur position pour faciliter l'entrée de la drogue. Les précisions, Bertrand Lambert et Johan Dorion. Il aura fallu 2 ans de filature, de planques et d'écoute aux enquêteurs de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants pour démasquer les membres d'un vaste réseau. Parmi eux, 2 policiers de la PAF, la police aux frontières, ont été interpellés hier en flagrant délit directement sur le tarmac de Roissy. L'un d'eux était en possession de 2 valises contenant chacune 20 kilos de cocaïne. Le policier venait tout juste de récupérer les bagages contenant la drogue auprès de 2 passeurs qui venaient, eux, d'atterrir en provenance de Punta Cana. L'autre policier a lui été arrêté au poste de garde de l'aéroport. Ils sont tous 2 depuis placés en garde à vue et peuvent encore le rester pendant 96 heures. 4 jours durant lesquels les enquêteurs vont tenter de comprendre leur implication et leur rôle exact, alors même que les 2 fonctionnaires étaient en poste à Roissy depuis plusieurs années déjà. L'enquête devra déterminer comment est-ce qu'ils ont été approchés, comment est-ce qu'on a réussi à les convaincre. Dans le milieu du trafic de stupéfiants, il y a énormément d'argent. C'est probablement ça qui a été à l'origine de la tentation. 10 personnes en tout, parmi lesquelles le commanditaire présumé arrêté à Saint-Cloud ont été interpellés hier et se trouvent depuis interrogés à Nanterre et à Versailles. Dans l'actualité, le début aujourd'hui de l'examen de la loi Macron. Le texte sera débattu à l'Assemblée nationale à partir de cet après-midi et doit permettre, selon les mots du ministre, de libérer l'économie française. Les dispositions prévues sont effectivement nombreuses. Voyons-en quelques-unes qui nous concernent plus particulièrement avec Olivier Chaplet. C'est assurément le volet du travail dominical qui retient en premier l'attention. 12 dimanches autorisés par an au lieu de 5. Il devrait dépendre intégralement du bon vouloir des élus locaux. Une exception, celle des zones touristiques internationales. Tracées par décret, certains quartiers de Paris sont visés. Tous les dimanches seraient alors possibles à l'ouverture, ainsi que les soirs en semaine jusqu'à minuit. Côté compensation, le principe du volontariat est acté, la rémunération renvoyée à des accords de branche. Notaires, avocats, huissiers, les professions réglementées du droit sont appelées aussi à se réformer. Nouvelle grille de tarifs, liberté d'installation et possibilité de regroupement entre professions. Changement à prévoir également du côté des prud'hommes. Objectif, simplifier les procédures pour réduire les délais. Des juges professionnels devraient apparaître dans ces tribunaux, jusqu'alors composés de conseillers élus. Côté transport, enfin, ouverture à la concurrence des lignes d'autocars interurbaines. Les régions ou les départements pourront toutefois réguler les liaisons inférieures à 100 km si elles ne menacent pas la viabilité d'une ligne SNCF. Restent 196 autres articles inscrits à ce marathon législatif qui ne fait que commencer. Un marathon législatif qui, depuis le début, provoque la colère des syndicats. Plusieurs d'entre eux vont d'ailleurs manifester dans moins d'1 heure devant les grands magasins. À Paris, on va retrouver Séverine Laroui. Bonjour. Le symbole n'a pas été choisi au hasard. Et les grands magasins, c'est le symbole du volet du projet de loi qui soulève toutes les polémiques. Le travail du dimanche, la question qui cristallise toutes les oppositions. Les syndicats sont vent debout contre la loi Macron. Ils dénoncent dans le détail la banalisation du travail du dimanche, les cadeaux faits par le gouvernement au patronat, selon eux. Ils dénoncent également une régression sociale, d'où cette mobilisation au moment même où le projet de loi est examiné à l'Assemblée nationale. Alors le 10 décembre dernier, ce sont les professions réglementées qui étaient dans la rue. Le bras de fer avec le gouvernement continue donc sur un autre thème. Le rassemblement ici partira à 13h. Il empruntera le boulevard Haussmann pour terminer aux environs de 16h, place de la Madeleine.
Merci beaucoup Séverine Laoui. Et une autre disposition du texte fait polémique, la modification de la loi Allure. Ce texte porté par Cécile Duflot du temps où elle était ministre du Logement et qui protégeait notamment les locataires en cas de revente de leur immeuble. Et bien cette fois, l'idée défendue par Emmanuel Macron, c'est plus de souplesse aux grandes dames des premiers concernés. Explication Bertrand Lambert et Nedim Lankarevitch. Depuis qu'un marchand de biens a racheté cet immeuble il y a 3 ans, c'est un combat silencieux qui oppose les locataires à leurs nouveaux propriétaires. D'un côté, des résidents attachés à leur appartement. De l'autre, un propriétaire surtout désireux de vider les lieux pour revendre les logements un à un, vides de préférence, avec à la clé une belle plus-value. C'est le principe de la vente à la découpe. Ils ont acheté ça pour une bouchée de pain. Ils ont peut-être payé ça 1 000 ou 2 000 euros le mètre carré, ils veulent le vendre 10 000. Mais moi, mon plus grand bonheur, c'est de rester là. Ça fait 40 ans que je suis là. Et j'ai envie encore de continuer d'être là. Bonjour, comment ça va ? Je viens pour les nouvelles à la fois sur la procédure et puis sur... Rester ici, c'est aussi l'objectif de cette famille turque qui habite dans ce petit appartement depuis près de 9 ans. Mes craintes, en fait, c'est à la fin de cette année, notre bail c'est termine et on n'est pas sûr si ça va être prolongé ou pas à la fin de cette année, en fait. Avec la loi Allure votée l'an dernier, ce prolongement de bail est automatique dans un cas comme celui-ci. Mais cette disposition est directement menacée par la loi Macron. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas expulsable, mais si la loi enlève la loi Allure, on sera expulsable le jour au lendemain. Dans leur combat, ces locataires sont soutenus par la plateforme des découpés, un collectif qui s'insurge contre la loi Macron, accusé de manquer son objectif. Ce que la France a besoin pour sa compétitivité, pour l'emploi, pour l'activité, c'est de faire baisser les prix, baisser les loyers, tout le monde le sait. On est beaucoup trop cher par rapport à l'Allemagne et par rapport à tout le reste de l'Europe. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On favorise les spéculateurs. On a besoin d'investissements en construction neuve. Si les groupes financiers veulent faire des choses, qu'ils s'allient à la ville de Paris et qu'ils construisent du logement, pas racheter pour spéculer et mettre les gens dehors. Lutter contre la vente à la découpe, c'est l'un des objectifs prioritaires de la municipalité parisienne. Le 17 décembre dernier, la ville a ainsi demandé au gouvernement de revoir sa copie. Et elle peut compter sur le soutien de nombreux députés, issus à la fois de l'aile gauche de la majorité, mais aussi des Verts. J'ai bon espoir que le débat parlementaire permette de tenir compte des revendications des locataires et je note d'ailleurs qu'en commission à l'Assemblée nationale, il y a déjà eu quelques évolutions positives puisque le débat a permis que les locataires soient protégés pour 6 ans et ne fassent pas l'objet d'un congé pour vente pendant les 6 années concernées. Moi, ce que je souhaite, c'est véritablement que la loi permette de protéger les locataires. Les députés ont désormais 2 semaines devant eux pour examiner et amender la loi Macron. Le vote solennel est prévu le 6 février prochain. Dans l'actualité aussi, 2014, année noire sur les routes. Pour la première fois depuis 12 ans, le nombre de tués et de blessés est en hausse. Aujourd'hui, devant le Conseil national de la sécurité routière, Bernard Cazeneuve présente une série de mesures censées endiguer le fléau et protéger notamment les plus vulnérables sur la chaussée, à savoir les piétons et les cyclistes. Bruno Lopez et Yves-Léopold de Wulf. Un scooter mal garé et c'est le gadin assuré. Eh bien, j'ai été obligé de sortir de la piste cyclable. Et quand j'ai voulu revenir dessus, l'eau a glissé sur le trottoir. Voilà un exemple du quotidien des cyclistes parisiens, des usagers de la route vulnérable, mais dont la prudence est à géométrie variable. Probablement que je ne fais pas très attention comme il le ferait, mais j'ai pas de gilet jaune, j'ai pas de casque ce matin. Je suis toujours sur les pistes cyclables, je respecte les feux, donc je m'arrête, comme si j'étais en voiture. Les cyclistes et les piétons ont payé un lourd tribut sur les routes. Le nombre de décès dans cette catégorie a augmenté de 6% l'an dernier. Ils roulent mal, ils font pas attention, ils prennent les contresens et ils se croient tout permis sur la route. Il y en a qui sont pas très doués parce que ils n'ont pas l'habitude aussi. Hein. Avec ces Vélibres, c'est quand même des fois un peu juste. Hein. Ils vous font des queues de poisson, ils vous emmerdent dans les rues, quoi, en fait. Hein. Ils restent devant exprès parce qu'ils savent qu'ils sont prioritaires. Donc c'est pas normal, ça. Dans le collimateur de la sécurité routière, les automobilistes qui se garent sur des passages piétons ou les pistes cyclables. Dans le viseur des associations, des vitesses trop élevées. Nous savons que lorsqu'il y a une baisse de la vitesse, que ce soit les voitures, que ce soit les motos, nous avons des répercussions en ce qui concerne le monde des plus vulnérables. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons toujours le respect des vitesses.
Le gouvernement annoncera cet après-midi un ensemble de mesures, éventuellement le durcissement des sanctions pour les voitures garées sur les passages piétons ou l'obligation de porter un gilet jaune pour les 2 roues motorisées. Près de 1500 personnes ont répondu ce matin à l'appel aux dons organisé sur Internet par l'association des commerçants de Dammartin-en-Goële. Cette commune de Seine-et-Marne, vous le savez, est implantée l'imprimerie dans laquelle les frères Kouachi s'étaient retranchés. Eh bien, elle se mobilise pour aider l'entreprise à redémarrer. En attendant les indemnisations, l'imprimerie a besoin de 100 000 euros. À 11h, ce sont déjà un peu plus de 55 500 euros qui avaient été récoltés. Demain, 27 janvier 2015, cela fera très exactement 70 ans que le camp d'Auschwitz était libéré. Ce sera l'occasion de plusieurs cérémonies pour se souvenir des milliers de déportés qui y sont morts et aussi de ceux plus rares, malheureusement, qui ont eu la chance d'en revenir. C'est le cas d'une femme qu'ont rencontrée Carole Pelé et Constance Prieur. Elle avait 17 ans en 1945. Son nom figure sur le mémorial de la Shoah à Paris. Moi, je suis ici, là. Vous voyez, je suis né en 1928. Et de l'autre côté, en 1942, il y a tout le reste de ma famille. Esther Senot sort du camp de Birkenau à 17 ans. 70 ans après, elle garde intact le souvenir de ce jour. On a été mis de côté, on nous a empêchés de parler, on s'est repliés sur nous-mêmes. Alors évidemment, les déportés qui sont venus, qui ont eu de la chance de retrouver de la famille, ça a peut-être été beaucoup plus facile pour eux. Pour moi, ça a duré très longtemps. Au fil du temps, la parole d'Esther Senot s'est libérée. 30 ans qu'elle témoigne dans les collèges et les lycées, et son auditoire est réceptif. Finalement, nos interventions durent pratiquement plus de 2 heures, et ils ne bougent pas, ils posent des questions, et on sent, pour nous, on se dit, ça sera, si on en a touché un petit pourcentage, ça sera la relève. La relève, un groupe de 70 lycéens venus de toute la France, visitait hier le mémorial de la Shoah. Désignés ambassadeurs de la mémoire par leur établissement scolaire, ils doivent raconter l'histoire des camps à tous leurs camarades. Difficile quand l'émotion prend le dessus. On va essayer de faire notre mieux puisque c'est quand même aussi notre devoir de ramener dans nos établissements et à nos camarades ce qu'on a vécu ici. La jeunesse doit prendre le relais et avec ce qu'ils vont entendre, ils vont pouvoir ensuite aller dire aux autres, faire moi ce que j'appelle les passeurs de mémoire. Ces passeurs de mémoire se rendent aujourd'hui à Drancy, une manière de revivre l'histoire et surtout de ne pas oublier ce jour de la libération des camps. Une image à présent à Puteaux où la mairie a décidé de repeindre une église, en l'occurrence Notre-Dame de Pitié, un édifice du XVIe siècle classé monument historique. Le problème, on va le voir, voilà, c'est le choix des couleurs, du rouge et du violet, assez loin a priori du style original de l'architecture religieuse. La mairie explique avoir dû réagir après une infiltration d'eau. L'histoire ne dit pas en revanche pourquoi les couleurs. La direction des affaires culturelles d'Île-de-France a ouvert une enquête. On passe au sport, c'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Le Paris Saint-Germain se déplaçait hier dans un chaudron bouillant pour une affiche de Ligue 1 très importante. Saint-Étienne-Paris, le 3e contre le 4e. Jean-Philippe Lemaire, bonjour. Vous avez regardé ce match. Convaincu ou pas ? On pourrait dire que chez les Verts, Paris a repris des couleurs et a confirmé que cela va mieux. Ce n'est pas évident de s'imposer à Geoffroy Guichard. Et le PSG l'a fait 2 fois de suite il y a 10 jours en Coupe de la Ligue et hier soir en championnat. Alors pour faire simple, Sébastien, on a vu une équipe plus combative, plus solidaire. Pendant 90 minutes, Paris n'a pas eu de temps faible. En revanche, Paris doit encore progresser sur le plan offensif car dominer n'est pas marqué. Pour preuve, Paris n'a eu aucune occasion au premier mi-temps. Saint-Étienne non plus d'ailleurs. Eh bien, la première occasion, après la pause, elle est signée Ibrahimovic qui perd ici son duel face à Ruquier. Le gardien stéphanois est décisif sur cette action. Le tournant du match, voici ce corner de Lucas à la 58e minute. Jérémy Clément va toucher le ballon de l'épaule. L'arbitre n'hésite pas et désigne le point de pénalty. Il faut rappeler le règlement, l'épaule ou la main, c'est pareil. De plus, l'intervention est bien intentionnelle. Alors on va voir qu'Ibrahimovic, plein de sang-froid, trompe Ruffier. Paris tient sa victoire car malgré plusieurs autres occasions, le score ne va pas bouger. Avec 44 points, Paris Saint-Germain rejoint l'OM. Lyon est leader avec 4 points d'avance. Paris réussit donc une belle opération comptable, mais aussi mentale. Paris s'est rassuré. On écoute Blaise Matuidi au micro de nos confrères de Saint-Étienne. C'est vrai qu'on aurait pu se procurer plus de situations en première mi-temps. Je pense qu'il a manqué un peu plus de présence devant le but. On est sur la bonne voie. Comme je l'ai dit, il y a du mieux dans le jeu, il y a du mieux dans l'état d'esprit, il y a du mieux dans tout et ça se ressent dans les résultats et sur le terrain.
Alors Jean-Philippe, c'est quoi le programme après ? Demandez le programme, Sébastien. Il va être chargé en février, un mois qui pourrait être décisif pour des Parisiens engagés, on le rappelle, dans 4 compétitions. Ainsi, samedi, il y aura PSG Rennes en Ligue 1. Mardi 3, Lille-Paris Saint-Germain en Coupe de la Ligue. Le 9, déplacement à Lyon en championnat. Ensuite, Nantes en Coupe de France, suivi de la Ligue des Champions face à Chelsea le 17. Et pour résumer, il y aura à la fin du mois un déplacement à Monaco. On peut dire que ce sera le mois de tous les dangers, mais aussi de toutes les ambitions pour le Paris Saint-Germain. Et on compte sur vous pour nous en faire régulièrement. C'est l'écho ici. Merci Jean-Philippe. Un mot de basket aussi pour saluer l'irrésistible équipe de Nanterre, désormais installée en tête du championnat. Les Verts et Blancs ont battu hier soir Limoges à l'extérieur avec la manière et un écart de 18 points, 90-72. C'est une performance quand on sait que les Limogeaux étaient jusque-là les premiers de proie. On va écouter l'entraîneur de Nanterre, Pascal Denadieu. Il est au micro de nos confrères de France 3 Limousin. Ce qui me fait plaisir ce soir, c'est avant tout le plan de jeu qu'on s'était fixé. On a beaucoup travaillé stratégiquement pour essayer de mettre cette équipe de Limoges en difficulté. C'est jamais simple. Et ce soir, quand les consignes des deux côtés du terrain sont appliquées avec autant d'application que ce soir, forcément pour le coach que je suis, surtout à 8, ça prend beaucoup de valeur. Ils avaient, paraît-il, peur que le ciel leur tombe sur la tête. Dans l'imaginaire collectif, nos ancêtres, les Gaulois, sont un peuple bagarreur, ripailleur, indiscipliné, qui passe son temps à taper sur les Romains ou à manger du sanglier. Évidemment, l'histoire, la vraie, est un peu différente. Une exposition a lieu en ce moment à Louvre, tout près de Roissy, et là, au moins, un mérite, remettre les clepsydres à l'heure. Tania Watine, Emmanuel Dunzinger. On a tendance à l'oublier, mais avant cet aéroport à Roissy, il y a 2300 ans, nos ancêtres les Gaulois cultivaient le blé et l'orge, mangeaient du cheval et du chien et ne buvaient pas que de la cervoise. Ces amphores servaient à transporter le vin produit en Italie qui était ensuite importé en Gaule et consommé chez les plus riches gaulois. Le vin n'est pas une production gauloise forcément locale, donc il y a vraiment une volonté de vivre un petit peu à la romaine. Colliers et céramiques, épées et décorations de boucliers, presque tous ces objets viennent du nord de l'Île-de-France. Ici vivaient les Parisis, un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs. Les artisans, forgerons et maîtres verriers étaient plutôt dans les villes naissantes comme Nanterre ou Bobigny. Spécificité de la région, des tombes surprenantes pour les notables, enterrés dans des fosses sur des chars. Et le char entier est mis dans cette fosse et la personne enterrée inhumée dessus. Souvent évidemment avec des riches objets, des bijoux ou des vases ou des céramiques. Donc ce qui est très impressionnant, c'est que bien sûr on ne retrouve pas le char en entier dans la sépulture. Toutes les parties en bois vont avoir disparu. On va retrouver que les éléments métalliques et notamment le cerclage autour de cette roue. Comprendre le mode de vie des Gaulois, c'est se livrer à une enquête complexe. Car ce peuple ne nous a laissé aucun texte. Chaque objet ou squelette est un indice supplémentaire, mais n'apporte jamais de certitude. Cette exposition nous propose donc d'imaginer la vie et la mort il y a presque 2500 ans. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le 12-13 se poursuit. Retour de l'info dans votre région ce soir à partir de 19h avec Marianne Théolaire. Passez une très belle après-midi. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.